Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité des week-ends. Comme vous le savez, nous sommes toujours à la quête de l'information et notre invité spécial d'aujourd'hui, c'est l'ambassadrice de la Grande-Bretagne à RDC, Madame Emily Maltman. Avec elle, nous allons discuter sur les préparatifs de la COP26. Bonjour Madame, Bonjour, comment vous allez? très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau, hein? Pareillement, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors nous allons discuter avec vous sur les préparatifs de la COP26. Ma première question va dans le sens de savoir pourquoi la Grande-Bretagne a choisi d'accueillir cette 26e conférence des partis sur le climat. Alors, on sait tous que le changement climatique a déjà commencé à nous affecter. Dans chaque pays, on a des expériences de changement qui devraient une action très forte. Donc, le Royaume-Uni est convaincu que seulement de travailler ensemble, qu'on peut vraiment avancer et garder la température du planète moins que 1,5. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'accueillir le monde à Glasgow bientôt. Ça c'est le monde qui sera là. Hein? Mais est-ce qu'au niveau de la Grande-Bretagne, vous ressentez aussi les impacts néfastes des changements climatiques? Bien sûr, il y a déjà les inondations beaucoup plus vues qu'avant, mais aussi la température et les saisons ne suivent pas exactement ce qu'il y avait avant. Et on voit qu'il y a un chauffement dans la température globale qui a un effet sur l'agriculture, mais aussi nos vies normales dans la vie au Royaume-Uni. Mais c'est vrai, c'est déjà vu ailleurs aussi. Alors aujourd'hui, donc dans 2 semaines certainement, la conférence va s'ouvrir. Où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs? Alors, nous avons travaillé pour longtemps pour cette conférence. Et avec la situation de Covid, il fallait beaucoup plus de travail pour voir pas juste la sécurité, mais la sécurité santé pour ce genre d'événement. Donc nous avons travaillé très fort pour assurer que tous les invités, toutes les délégations vont être accueillis et pourront participer dans une bonne manière qui doit avoir la participation de tout le monde en fait. Mais est-ce que la question se pose, si quelqu'un n'est pas vacciné, il ne peut pas aller à la COP? Vous confirmez cela aussi? Ils peuvent vacciner, mais ils doivent s'isoler avant. Ah, d'accord. C'est pour rassurer tous les participants que l'endroit sera sûr et pour tout le monde. Il y aura un système aussi, un régime de testing aussi pour les participants. Chaque pour jour? rassurer chaque jour. Chaque jour, on va tester les participants? Voilà. Ah, C'est un peu pareil que ce qui était fait pour l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Parce qu'en fait, l'événement, c'est autour des Nations Unies, mais c'est le Royaume-Uni cette année-ci qui accueille ce sommet qui est surtout organisé par les Nations Unies. super. Mais on constate quand même que le Royaume-Uni s'est associé à l'Italie pour organiser cette conférence. Pourquoi? Alors, bon, c'est un peu compliqué dans les règles des Nations Unies, mais c'était le tour d'un pays européen. Okay. L'année prochaine, pour le COP27, c'est un pays africain. Okay. Mais c'est toujours permis d'avoir une combinaison des pays. Donc cette année-ci, c'est le Royaume-Uni qui accueille pour le grand sommet, mais c'est l'Italie qui a fait le pré-COP, qui est une réunion préparative en fait, entre ministres, mais aussi les représentants de la jeunesse qui se passait en septembre en Italie. Ok. Ah, donc je comprends maintenant. Comment vous travaillez avec la RDC? Parce que les pays se préparent à prendre part, une part active à cette conférence. Comment l'ambassade travaille avec notre gouvernement pour préparer cela? Oui, alors nous avons travaillé très étroitement avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, mais ainsi la présidence et aussi d'autres ministères impliqués comme le ministère des Finances par exemple. Et nous avons travaillé dans les préparations. Madame la vice-première ministre était à Londres pour une réunion préparative entre certains ministres en juillet et aussi au pré-COP en Italie. Donc tous les mois derniers, nous avons discuté avec le gouvernement les préparations pour l'événement.
mais aussi le contenu des engagements de la RDC. En tant que président, le Royaume-Uni exige à tous les pays d'être le plus ambitieux que possible pour cette COP26, parce qu'ensemble, c'est la seule façon d'agir. Mais pour la RDC, par exemple, quelles sont les grandes ambitions que vous aimeriez voir la RDC prendre? Alors, la RDC a beaucoup d'atouts et nous parlons souvent du bassin du Congo, dans lequel la RDC a la plus grande forêt, en fait. Mais cette protection de forêt est la responsabilité du gouvernement et les citoyens et la société congolaise. Donc, pour l'instant, le Congo voit un taux de déforestation très inquiétant. Donc, en travaillant ensemble, nous aimerions voir comment limiter la déforestation. Mais aussi, il y a le cobalt à sud-est du pays, qui est très important dans les batteries électriques, surtout par exemple pour les véhicules électriques. Donc le Congo sur le terrain, mais aussi avec leurs ressources naturelles, est très important pour le combat international global contre le changement climatique. Mais le Congo ne tire pas réellement profit de ses ressources et pourtant il apporte beaucoup dans les négociations. Oui, alors donc c'est la responsabilité du gouvernement de prendre les bénéfices de ces ressources. Nous exigeons aussi une réforme dans le secteur économique parce que pour l'instant, dans les minerais ou dans le bois, c'est pas très bien géré au niveau de transparence des contrats. Donc c'est quelque chose que le gouvernement peut mettre dans leur engagement, c'est d'améliorer le processus économique. Mais aussi pour la question de reconnaissance, comme j'ai dit, c'est un événement des Nations Unies, donc tous les pays sont représentés et donc tous les pays nous voient. Mais nous avons travaillé aussi avec nos collègues à Londres et à Glasgow de rassurer que la RDC et les pays de bassin du Congo vont avoir une plateforme pour être entendus de toutes les ressources et les opportunités qui existent ici en RDC, mais aussi pour demander le soutien pour y arriver. Super. Alors, madame, quelles sont les facilités que vous offrez aux Congolais qui vont partir, notamment moi, je vais partir aussi. Oui, est-ce qu'il y a des facilités justement pour tous ces Congolais qui veulent partir pour participer à cette conférence? Alors, le processus pour enregistrer est déjà fermé. C'était organisé par les Nations Unies, comme j'ai dit. Mais d'être déjà inscrit en tant que délégué sur le système des Nations Unies, il faut juste les préparations comme le visa, bien sûr. Vacciné ou sans vacciner, il faut suivre le parcours de santé, de sécurité de santé. Oui. Mais c'est très encourageant que nous avons vu une grande délégation du gouvernement, bien sûr, mais aussi, oui, les journalistes, mais aussi les représentants de peuples autochtones, par exemple, de certaines ONG congolaises qui vont participer. Donc il y aura une bonne représentation du Congo. L'année dernière, on a eu beaucoup de soucis pour avoir les visas. Je pense que cette année, il y aura quand même facilité des visas. Nous avons fait notre mieux pour faciliter, mais c'est si les gens sont venus avec leurs documents bien à temps, il n'y avait pas de problème. Super. Alors, quelles sont les priorités du Royaume-Uni aujourd'hui pour la COP26? C'est quoi les priorités que vous avez? Alors, la plus grande priorité, c'est de garder le taux de chauffement du planète en dessous de 1,5 degrés. Ça, c'est le plus important pour tous les pays, pour tous les citoyens du monde, pour nos enfants, en fait. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord, comme j'ai dit, des engagements ambitieux de chaque gouvernement de prendre leur rôle dans cet objectif. Et nous avons exigé de chaque gouvernement de renforcer leurs ambitions et d'arriver à zéro net d'ici 10-20 années. Et déjà, nous avons plusieurs pays qui ont pris ce genre d'engagement. Mais aussi, il y a cette question de financement, bien sûr. Donc, selon l'accord à Paris, il y a 6 ans, il y avait un engagement d'augmenter le niveau de financement et d'atteindre 100 milliards de dollars.
Donc ça, c'est aussi un grand objectif de réussir à avoir ce financement. Pour la RDC, bien sûr, mais aussi d'autres pays, les pays beaucoup affectés par le changement, les pays îles, par exemple, qui sont beaucoup affectés avec l'augmentation du niveau de la mer, mais d'autres pays qui sont beaucoup affectés par les effets, la sécheresse, les inondations ou d'autres. Donc il y a aussi une partie qui parle d'adaptation et de voir comment chaque pays peut contribuer à terminer l'usage de pétrole ou de gaz, des produits que nous savons maintenant, aujourd'hui, qui sont tellement dangereux pour le changement climatique. Donc de faire la transition vers l'énergie nette et verte, on parle souvent. Et la RDC peut être un bon exemple. Il y a déjà les INGA, il y a des plans pour encore d'autres INGA, les INGA 3 par exemple, qui est un grand plan ambitieux. Mais il y a d'autres efforts. La RDC n'a pas de moyens pour développer tout ça. Mais ce n'est pas question de moyens, c'est question de plans pour de faire un appel d'offres au niveau international. Oui. Donc c'est ça la question de climat des affaires, encore une fois. Si le gouvernement prépare bien un appel d'offres au niveau international qui est bien garanti, j'en suis sûre qu'il y aura des investisseurs qui seront intéressés parce que ce besoin d'énergie verte est partout. Exactement. Mais aussi, il y a déjà les investissements dans l'hydroélectricité déjà dans le pays ailleurs et aussi dans les panneaux solaires. Donc c'est déjà, la RDC est déjà un exemple, mais nous aimerions voir encore plus d'efforts de terminer d'utiliser les produits comme le pétrole. Est-ce que les retours des États-Unis dans l'accord vous apportent quelque chose par rapport à vos attentes? Est-ce que cela aura un impact sur la suite de cette 26e conférence? Oui, bien sûr, la nouvelle administration depuis janvier cette année-ci, ça a aidé le consensus que tous les pays sont actifs là-dedans. Et les engagements de l'administration, d'abord d'augmenter leur niveau de financement pour les efforts, mais aussi leurs efforts de diminuer la dépendance sur le pétrole, qui sera un grand défi dans un pays comme les États-Unis, mais c'est un engagement qu'ils veulent réussir à avoir, et ça encourage d'autres pays aussi. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une grande délégation des peuples autochtones de la RDC qui va également faire partie de cette conférence. Quelle lecture faites-vous de leur engagement dans la préservation des forêts? Alors, les peuples autochtones sont essentiels quand on parle de la protection des forêts ici en RDC. Les communautés autochtones sont déjà là depuis beaucoup de temps et ils savent très bien comment gérer, comment vivre avec leurs forêts dans une manière durable. Mais ils ont besoin de soutien aussi et nous avons contribué à un projet, des projets de créer les forestiers communautaires. Oui. Et c'est quelque chose que nous pouvons voir d'augmenter. Il y a déjà des millions d'hectares qui sont déjà alloués aux forêts communautaires, mais ça pourrait être augmenté. Et j'ai participé j'ai assisté à un événement la semaine dernière avec le ministère de l'Environnement, avec les peuples autochtones, pour voir quels sont les besoins pour avancer dans cet égard. Et je crois que le peuple autochtone, ainsi que les femmes ou d'autres communautés qui habitent à côté des forêts, ils ont un rôle clé à jouer, mais ils ont aussi besoin de soutien, de se développer sans déforester ce qu'il y a. La RDC a énormément de forêts, mais aussi des tourbières. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour mettre en valeur cette ressource? Alors, il y a déjà un processus et c'est parmi les négociations des questions de carbon crédit. Donc, à la fin du COP26, nous aimerions avoir un nouvel accord sur le taux pour le carbon crédit. Mais ça, c'est une chose. Mais aussi, c'est la réalité en RDC. Donc, le plus important pour la RDC, c'est d'améliorer le données de ce qu'il y a déjà et comment faire le monitoring
des zones avec des tourbières ou même avec des forêts de haute valeur, des forêts vierges. Et avec cette collaboration avec la science et les scientifiques, je crois que la RDC pourrait aussi tirer un avantage de tout le processus de carbone crédit. Après cette conférence, quel est le rôle que va jouer votre pays dans la suite des temps? Alors, nous allons bien sûr faire la suite. Ce n'est pas juste les annonces des ministres et des chefs d'État en novembre à Glasgow, c'est la réalisation de ce qui a été dit. Donc, nous allons travailler très fort ici en RDC et bien sûr avec le nouveau président de la COP27 qui serait un pays de l'Afrique géographiquement et voir comment travailler ensemble pour réaliser tous les engagements qui, nous espérons, vont être faits. Mais si ce n'est pas un secret, quels sont les grands engagements que le Royaume-Uni va prendre lors de la COP26? Vous avez déjà une idée? Oui, nos engagements sont déjà annoncés, mais peut-être il y a encore quelques annonces à venir. Mais il y a déjà l'engagement pour aller à net zéro dans les années prochaines, de plus financer les investissements dans le pétrole ou le gaz. Il y a aussi un grand investissement dans le financement vert, dans les finances vertes qui va être annoncé au COP26 elle-même. Ah, super. Donc, ce qui est déjà encourageant, c'est le fait de ne pas financer tout ce qui est pétrole. Parce que je sais que la RDC, il y a trop de bruit autour de l'exploitation du pétrole dans les parcs. Et déjà, la Grande-Bretagne ne va pas financer ce genre d'activité, c'est ça? C'est ça. Ah, ça c'est très bien. Alors, madame, nous tendons pratiquement vers la fin de cette petite interview. Je voudrais savoir aujourd'hui quel est le message que vous pouvez passer aux Congolais à travers cette émission. Quel est le message par rapport au climat, par rapport au changement climatique, par rapport à l'adaptation que vous pouvez passer aux Congolais? Alors, c'est assez simple. C'est quelque chose qui nous affecte tous. Donc, chacun de nous va vraiment sentir les changements climatiques si on ne réagit pas. Donc, bien sûr, c'est pour les gouvernements de réagir. Et nous espérons que tous les gouvernements du monde vont faire leur rôle. Mais aussi, c'est le secteur privé, c'est aussi la société civile, c'est chaque individu qui peut contribuer aux efforts de combattre contre le changement climatique. Individuellement, qu'est-ce que je peux faire si je dois combattre, je contribue à cet effort? Il y a beaucoup de choses. Ça dépend, ça pourrait être de minimiser des déchets, par exemple, arrêter d'utiliser le plastique, surtout usage unique. Maintenant, déjà, on voit ici à Kinshasa les sacs non plastiques qui sont un grand avancement. Mais aussi, on doit tous penser à comment utiliser ou comment avoir des transports sans de pétrole. Parce que ça contribue beaucoup dans le changement climatique. Oui. Madame Emily, pensez-vous qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, vous avez peut-être un mot qu'il faut placer? Notre grand souhait que la COP26 sera une grande réussite. Et je pense que ça pourrait être une grande opportunité pour la RDC avec leurs engagements et la contribution de la communauté internationale d'avancer dans le développement durable pour que la RDC joue son rôle dans contre le changement climatique. Merci beaucoup, madame, pour nous avoir accordé ces moments. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. J'espère qu'après la COP26, on reviendra vers vous pour peut-être faire le point sur ce qu'aurait été cette conférence. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup et bon voyage. Merci beaucoup. C'est par ici justement que nous mettons un point final à cet entretien. Nous vous fixons rendez-vous prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.